Imagine-toi dans les années 70. Télé en noir et blanc, téléphone avec fil, tout est lent, tout est loin. L'idée de parler à quelqu'un à l'autre bout du monde, instantanément, ou de commander n'importe quoi sans bouger de chez toi, c'est de la pure science-fiction. Un rêve qu'on regarde de loin, avec un peu d'ironie. Et pourtant, aujourd'hui, ce rêve, on l'a non seulement atteint, mais on l'a dépassé. On vit dedans. Et si c'était ça, justement, le piège? Parce qu'en vrai, on n'a jamais été aussi connectés, mais aussi paumés. L'outil qui devait rapprocher les gens a fini par les enfermer dans leur bulle. La promesse, c'était la liberté. Mais ce qu'on a eu, c'est l'obsession, la dépendance, la fuite permanente. On ne s'est même pas rendu compte qu'on avait changé de rythme. La technologie nous a ouvert toutes les portes, et maintenant, on est bloqué à l'intérieur. Je suis pas là pour cracher sur Internet. Je suis là pour qu'on se pose une question simple. À quel moment on a glissé? Quand est-ce que ce rêve collectif est devenu un poison doux qu'on consomme tous les jours sans y penser? Ce que je veux, dans cette vidéo, c'est revenir à l'essentiel. Comprendre ce qu'on a construit, ce qu'on a perdu en route, et surtout, ce qu'on peut encore sauver. Au début, on y croyait vraiment. L'Internet, c'était la promesse d'un monde meilleur. On parlait de partage, de connaissances accessibles à tous, de communication sans frontières, une sorte de bibliothèque universelle, ouverte 24 heures sur 24, où chacun pourrait apprendre, s'exprimer, se connecter. Il y avait quelque chose de beau là-dedans, presque naïf, comme si on avait enfin inventé un outil capable d'élever l'humanité. Mais rapidement, cette promesse s'est transformée. On s'est mis à mesurer le progrès en vitesse, en likes, en chiffres. Plus de clics, plus de vues, plus de données. Tout devait aller plus vite, plus loin, plus fort. Et sans s'en rendre compte, on a laissé des algorithmes décider de ce qu'on voit, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Le progrès, au lieu d'élargir notre vision du monde, a commencé à la filtrer. C'est là que le piège s'est refermé. On ne savait pas qu'en ouvrant toutes les portes, on allait aussi laisser entrer le bruit, le trop-plein, la surcharge. Ce n'est pas qu'on ait été dupes. C'est qu'on n'a pas vu venir le moment où la technologie est passée d'un outil à une habitude, puis d'une habitude à un réflexe, puis d'un réflexe à un besoin. Aujourd'hui, on ne se demande plus si on a besoin d'Internet. On se demande seulement si on peut survivre sans. Tout a commencé dans un contexte tendu, presque irréel, la guerre froide, 2 blocs, 2 visions du monde et une obsession commune, être les premiers. En 1957, les Soviétiques lancent Spoutnik. Un petit bip-bip dans le ciel, mais un tremblement de terre sur Terre. Les Américains paniquent. Ce satellite, c'est plus qu'un exploit technologique. C'est un symbole, celui d'un retard, d'un monde en train de basculer. Et quand on a peur de perdre, on invente. Rapidement. C'est comme ça que naît l'ARPA, une agence américaine dédiée à l'innovation. Leur but, reprendre l'avantage, coûte que coûte. Ils réunissent les meilleurs chercheurs du pays et leur donnent une mission simple, trouver l'idée qui changera tout. C'est là qu'un homme, JCR Licklider, propose quelque chose de fou pour l'époque. Connecter les ordinateurs entre eux, créer un réseau, un espace invisible où les machines pourraient se parler, peu importe la distance. À ce moment-là, personne ne comprend vraiment l'ampleur de ce qu'il propose. Même lui, peut-être, ne mesure pas encore jusqu'où ça ira. Et pourtant, il pose la première pierre. Quelques années plus tard, son idée devient réelle. ARPANET. Un soir, en 1969, 2 ordinateurs se parlent, pour la première fois. Ils échangent une simple instruction, juste quelques lettres, et tout plante. Mais ça y est, le monde vient de franchir un cap. On a créé un lien numérique entre 2 points du globe. Ce n'est pas encore Internet, mais c'est la graine. Le tout début d'un réseau qui va s'étendre comme une toile. Et finir par envelopper le monde entier. Au début, Internet restait un outil. On s'en servait. On allait dessus pour chercher une info, envoyer un email, installer un logiciel. Et puis on éteignait l'ordi, on retournait à sa vie. C'était simple, pratique, limité. Mais les choses ont changé doucement, sans prévenir. Pas d'un coup, comme une vague qui monte lentement. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'on n'éteignait plus rien, que la pause était devenue rare. Et que l'écran, lui, ne nous quittait jamais vraiment. Ce n'est pas qu'on a choisi de devenir dépendant. C'est que tout a été conçu pour ça. Petit à petit, les plateformes ont appris à nous retenir. Elles ont compris ce qu'on aimait, ce qui nous faisait cliquer, rester, revenir. Elles ont appris nos failles, nos routines, nos envies silencieuses, et elles s'en sont servies. Pas forcément avec de mauvaises intentions, mais avec un seul objectif, capter notre attention. Parce qu'en ligne,
L'attention, c'est de l'argent. Et ce qui devait être un simple outil est devenu une présence constante, un besoin presque physiologique. Aujourd'hui, on ne va plus sur Internet. On y est tout le temps. On se lève avec, on mange avec, on s'endort avec. On consulte un message au feu rouge, une notif au milieu d'un dîner, une vidéo pendant qu'on se brosse les dents, et on appelle ça normal. Mais est-ce que ça l'est vraiment ? Est-ce qu'on a encore la maîtrise ? Ou est-ce qu'on s'est laissé glisser, sans s'en rendre compte, dans une nouvelle forme de dépendance, douce, invisible, mais totale ? À un moment, on a cru que le web allait nous unir, que c'était enfin l'endroit où chacun pouvait avoir une voix, où toutes les opinions pourraient coexister, où le savoir serait partagé librement. Et c'était vrai, un temps. Mais plus le web a grandi, plus il a commencé à ressembler au monde réel, avec ses inégalités, ses conflits, ses égos, sauf qu'ici, tout est amplifié, plus rapide, plus bruyant, moins nuancé, parce qu'en ligne, tout se simplifie. On like, on commente, on partage, parfois sans réfléchir. On réagit avant de comprendre, on répond avant d'écouter. Et au lieu de s'ouvrir, on se ferme. On reste entre ceux qui pensent comme nous. On évite la contradiction, on fuit le doute. Ce qui devait être un espace de dialogue est devenu une suite de monologues. Et derrière chaque écran, c'est souvent la colère qui parle le plus fort. Mais ce n'est pas que négatif. Internet, c'est aussi là où naissent des révolutions, des idées, des prises de conscience. C'est le reflet de ce qu'on est, avec notre lumière et nos zones d'ombre. Ce miroir qu'est le web, il ne ment pas. Il nous montre ce qu'on a construit, ce qu'on tolère, ce qu'on cherche, et parfois, ce qu'on fuit. Alors, la vraie question, c'est pas « est-ce que le web est toxique ?» C'est « qu'est-ce qu'il révèle de nous ?» Pendant longtemps, ce qu'on vendait, c'était des produits, des choses concrètes. Mais un jour, les géants du web ont compris que la vraie richesse, c'était pas ce qu'on achetait, c'était ce qu'on regardait. L'attention est devenue une monnaie, plus précieuse que l'or, plus volatile aussi. Et chaque clic, chaque seconde passée à scroller, était une petite pièce de plus dans leur trésor. On ne payait plus avec de l'argent, on payait avec du temps, le nôtre. Les plateformes n'ont pas mis longtemps à s'adapter. Elles ont étudié nos comportements, nos hésitations, nos impulsions. Elles ont transformé nos pauses en habitudes, nos habitudes en réflexes, et nos réflexes en routine. Rien n'est laissé au hasard, tout est pensé pour qu'on reste. Les couleurs, les sons, les vidéos qui s'enchaînent sans fin, ce n'est pas juste un hasard si tu ouvres ton téléphone 2 minutes et que tu y restes 1 heure. C'est voulu, c'est calculé. Et plus on passe de temps, plus on voit de pubs. Plus on voit de pubs, plus les entreprises paient. C'est là que le modèle se révèle. Gratuit en apparence, mais terriblement lucratif en coulisses. Tu n'es pas le client, tu es le produit, ou plutôt, ton attention l'est. Ce qu'on vend, c'est toi. Ou du moins, les fragments de toi que tu laisses à chaque interaction, à chaque scroll, à chaque j'aime. Bienvenue dans l'économie de l'attention. Et la vérité, c'est qu'on y participe tous, souvent sans même le savoir. Le jour où Internet est entré dans notre poche, tout a changé. Avant, il fallait s'asseoir devant un ordinateur, se connecter, attendre. Il y avait une frontière entre être en ligne et être dans la vraie vie. Puis le smartphone est arrivé, et cette frontière a disparu. C'était plus juste un outil, c'est devenu une extension de nous-mêmes. Toujours là, toujours prêt, toujours allumé. Comme une présence silencieuse qu'on consulte des dizaines, voire des centaines de fois par jour, sans même s'en rendre compte. Ce qui rend le smartphone si puissant, c'est pas juste sa technologie, c'est sa disponibilité. On l'a toujours sur nous, dans la poche, dans la main, sur la table de nuit. Il nous réveille le matin, il nous endort le soir. Il connaît notre rythme, nos trajets, nos envies, et il nous propose constamment quelque chose, une notif, un message, une vidéo. On n'a plus besoin d'aller chercher le monde. Il vient à nous, et c'est là que le piège se referme, doucement, mais sûrement, parce que plus il devient pratique, plus on lui confie des choses, nos souvenirs, nos rendez-vous, nos pensées, nos secrets. On s'organise avec lui, on se distrait avec lui, on s'évade à travers lui, et au fond, on s'attache. On finit par croire qu'on ne peut plus s'en passer. C'est plus juste un téléphone, c'est un doudou numérique, une béquille, un filet de sécurité. Et plus il nous rassure, plus il nous enferme. Un jour, on a inventé une fonction toute simple, faire glisser le doigt vers le bas. Et sans vraiment le remarquer, on a ouvert la porte à l'infini. Plus besoin de cliquer, de chercher, de choisir. Le contenu vient tout seul. À peine tu lèves les yeux, une nouvelle vidéo, une nouvelle image, un nouveau post est déjà là. Et quand il n'y a plus de fin, il n'y a plus de pause.
Le cerveau, lui, adore ça. Il se gave. Il veut toujours juste une de plus. C'est comme un distributeur qui ne s'arrête jamais. Tu tires un levier et tu reçois quelque chose. Parfois drôle, parfois triste, parfois inutile, mais toujours stimulant. Tu ne sais jamais ce qui va tomber, et c'est justement ça qui te fait rester. C'est ce qu'on appelle la récompense variable, comme dans un casino. Tu sais que la prochaine vidéo pourrait être géniale, alors tu continues, encore un scroll, encore une minute, jusqu'à ce que tu ne saches même plus pourquoi t'as ouvert ton téléphone. Et pendant ce temps-là, la vraie vie continue. Le monde autour s'efface doucement, les conversations se coupent, le silence devient rare, l'ennui disparaît. Mais à quel prix? On a remplacé l'ennui par du contenu. Mais parfois, c'est justement dans l'ennui que naissent les idées, les envies, les vraies questions. Le scroll sans fin, c'est pas juste un geste, c'est une fuite douce, une manière de ne plus penser, de ne plus sentir. Et ça a un prix. À la base, les réseaux sociaux devaient nous rapprocher, te connecter avec tes amis, ta famille, des gens qui partagent tes centres d'intérêt. Et c'est vrai, au début ça marchait. Retrouver un ancien camarade de classe, suivre le quotidien de proches éloignés, découvrir des artistes ou des idées nouvelles, ça avait quelque chose de magique. On se sentait reliés, comme si le monde était devenu un peu plus petit, un peu plus accessible. Mais avec le temps, ces plateformes ont changé de visage. Ce n'est plus un lieu d'échange, c'est devenu une vitrine. Chacun y montre le meilleur de lui-même. Son bonheur, ses réussites, ses voyages, ses corps parfaits, ses journées productives. Et forcément, à force de voir ça tous les jours, on commence à comparer, à se demander si notre vie est à la hauteur. Même sans le vouloir, on regarde les autres briller, pendant que nous, on doute, en silence, derrière l'écran. Le plus paradoxal, c'est que dans ce monde censé nous connecter, on ne s'est jamais senti aussi seul, entouré de milliers de profils, mais souvent sans vraie conversation. Présent partout, mais absent ici. On comble le vide avec des likes, on cherche du sens dans des stories de 10 secondes. Et pendant ce temps-là, la solitude grandit, tranquillement, presque sans faire de bruit. Mais elle est bien là. On nous avait promis un monde plus libre, plus ouvert, plus humain. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on a eu. Sauf que personne ne nous avait dit que cette liberté allait venir avec un prix. Qu'à force d'être toujours joignable, on serait toujours sollicité. Que l'ouverture constante sur le monde allait finir par refermer quelque chose en nous. Parce qu'il y a une fatigue qu'on ne voit pas. Une charge mentale invisible, mais bien réelle, celle d'être connecté tout le temps. Petit à petit, sans bruit, le progrès s'est retourné contre nous. Les outils pensés pour nous simplifier la vie ont fini par l'envahir. Les moments de pause sont devenus rares. Les pensées vagabondes ont disparu. Il y a toujours quelque chose à regarder, à répondre, à vérifier. Même quand on ne fait rien, on fait quelque chose. On check, on rafraîche, on scrolle. Et notre esprit, lui, n'a plus de répit. Il est saturé, et parfois, il craque. Anxiété, fatigue, perte de sens. Ça aussi, c'est une partie du progrès, celle dont on parle moins. Et quand on réalise ça, souvent, il est déjà tard. On a laissé la machine entrer trop loin dans notre quotidien. On l'a laissé décider de nos rythmes, de nos émotions, de nos priorités. On ne sait même plus ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Le plus triste, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on souffre, parce qu'on continue de sourire sur les réseaux. On continue de réagir, mais au fond, quelque chose s'abîme, lentement, en silence. Ce qui rend Internet si puissant, c'est qu'il connaît nos failles mieux que nous. Il sait quand on s'ennuie, quand on doute, quand on est fatigué. Et il a toujours quelque chose à nous proposer. Un petit shoot de distraction, une notif, une vidéo, une promo. Ce n'est pas un accident, c'est un système pensé pour capter nos manques. Et plus on en a, plus il nous tient. Ce n'est pas de la technologie. C'est de la psychologie appliquée à grande échelle. Tout est fait pour créer du lien, mais pas forcément avec les autres, avec la plateforme elle-même. Elle devient notre refuge, notre réconfort. Elle nous donne l'impression de maîtriser quelque chose dans un monde flou, et plus on y revient, plus elle nous apprend. Nos gestes, nos goûts, nos horaires, nos humeurs, elle s'adapte, s'optimise, se perfectionne pour qu'on ne parte jamais. Ce n'est plus seulement une habitude, c'est une addiction bien entretenue. Une économie bâtie sur notre besoin d'évasion. Et bien sûr, ça rapporte. Plus on reste, plus on consomme. Plus on consomme, plus les marques paient. C'est une mécanique parfaite. Nos fragilités deviennent des données, puis des profits. Et tant pis si ça abîme un peu notre sommeil, notre attention, notre confiance. Tant pis si ça creuse des vides
qu'aucune app ne pourra jamais vraiment combler. Ce qui compte, c'est qu'on reste là, collé à l'écran, parce que dans cette économie, le plus rentable, c'est notre faiblesse. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ouvres ton téléphone sans même y penser? Pourquoi tu reviens encore et encore sur cette appli, même quand elle ne t'apporte rien de neuf? Derrière ce comportement, il y a un mot que tu connais sûrement, dopamine. C'est ce neurotransmetteur qui nous pousse à chercher la récompense, à agir, à espérer quelque chose de plaisant. Pas forcément à en profiter, juste à vouloir. Et c'est là que tout se joue. Les plateformes le savent. Elles ne cherchent pas à te rendre heureux. Elles cherchent à te garder en mouvement, en alerte. Elles créent des systèmes de récompense aléatoires, comme les machines à sous. Tu ne sais jamais ce que tu vas trouver, mais tu sais que parfois, ça va te plaire. Et ce parfois, c'est suffisant pour que ton cerveau reste accroché. La dopamine monte et tu continues, même si ce que tu consommes ne t'apporte au fond pas grand-chose. Ce qu'on a découvert, c'est que la dopamine ne te récompense pas pour ce que tu vis, mais pour ce que tu anticipes. Ce n'est pas le plaisir qui rend accro, c'est l'attente du plaisir. Et à force, tu ne cherches plus à être bien, tu cherches à être stimulé, à ressentir quelque chose. Peu importe quoi, c'est pour ça que tu scrolles, que tu cliques, que tu ouvres 15 fois la même appli en une journée. Ton cerveau veut ce petit frisson, ce faux espoir, ce geste qui finit par devenir une cage. Quand le monde s'est arrêté, on a tous levé les yeux, vers nos écrans. Le dehors n'existait plus, alors on s'est tourné vers le dedans. Et ce dedans, c'était Internet. C'était la seule fenêtre encore ouverte sur l'extérieur. On y a trouvé du réconfort, du lien, de l'évasion. Et c'était normal, on en avait besoin, pour ne pas sombrer, pour ne pas devenir fou, pour ne pas se sentir complètement seul. Mais ce qui devait être une béquille temporaire est devenu une habitude permanente. On a pris goût à cette vie en ligne, sans contact mais sans conflit, sans distance mais sans profondeur. On a confondu présence numérique et présence réelle. On a commencé à vivre à travers des écrans, à ressentir par procuration, à exister dans les commentaires et les visios. Et au bout d'un moment, on a oublié ce que c'était d'être juste là, sans filtre, sans connexion, juste soi. La pandémie a été un accélérateur, pas un changement de cap, non, le cap était déjà là. Elle a juste mis les choses en vitesse rapide. On est devenu encore plus dépendant, encore plus dispersé, encore plus connecté. Mais à quoi, exactement? Le plus ironique, c'est qu'on s'est rapproché des autres à travers les écrans, mais on s'est parfois éloigné de nous-mêmes. Et aujourd'hui encore, même si le monde a rouvert ses portes, beaucoup restent enfermés, là où tout a l'air plus simple, dans la lumière bleue. Tu t'es déjà demandé combien de temps tu passes en ligne chaque jour? Pas juste sur ton ordi pour bosser, mais partout. Téléphone, tablette, réseau, vidéo, scroll sans fin. Les chiffres font peur. En moyenne, c'est plus de 6 heures par jour. Ça veut dire un quart de ta vie. Et ce n'est pas un accident. C'est un système qui a appris à te voler ton temps sans que tu le remarques. Le plus fou, c'est qu'on ne le sent même pas passer. C'est fluide, silencieux, presque doux. Tu ouvres une vidéo, puis une autre. Tu lis un commentaire, puis un fil, puis un message. Et soudain, 2 heures sont passées. Tu ne t'es pas ennuyé, non. Mais tu n'as rien retenu non plus. Rien vécu de concret. Tu étais là, sans vraiment y être. Et ça, c'est peut-être ce qui fait le plus peur. On ne perd plus du temps, on l'efface. Imagine ce que tu pourrais faire avec ces heures. Créer, apprendre, aimer, t'ennuyer même. Parce que oui, l'ennui est nécessaire. Il ouvre des espaces. Mais aujourd'hui, ces espaces sont comblés par défaut. On remplit, sans choisir. Et petit à petit, la journée s'épuise sans qu'on l'ait vécue. Ce n'est pas juste une question de gestion du temps. C'est une question de qualité de vie, de présence, de liberté. Parce que ce que tu donnes à ton écran, c'est ce que tu retires à tout le reste. Il y a un moment précis, souvent discret, que tu connais sûrement. Celui où tu refermes ton appli, ta vidéo, ton onglet, et tu te sens vidé. Pas triste, pas joyeux, juste plat. Comme si toute l'énergie avait été aspirée. Tu viens de passer 1 heure à te stimuler. Et pourtant, maintenant, tu n'as plus envie de rien. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est un manque. Parce que ton cerveau attendait encore une petite dose. Et cette fois, il ne l'a pas eue. À force d'être bombardé de sons, d'images, d'informations, notre esprit sature. Il est surchargé, mais sous-nourri. On consomme beaucoup, mais on digère peu. Tout devient flou. On perd le fil de nos pensées, la clarté de nos envies, la connexion avec ce qu'on ressent vraiment. Et quand le calme revient, il n'a rien d'apaisant. Il est presque angoissant, parce qu'on ne sait plus quoi faire de lui.
On s'est désappris à être simplement là, sans écran, sans bruit, sans distraction. Ce vide-là, il est profond, parce qu'il touche à quelque chose d'essentiel, le sens. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on ouvre ce téléphone? Pourquoi on regarde ces vidéos? On ne sait plus toujours répondre. Alors on recommence. On relance l'appli. On fait une autre story. On repart dans le bruit. Parce que ce silence intérieur, on ne sait plus le regarder en face. Et pourtant, c'est là qu'on pourrait commencer à se retrouver. Après des heures dans un monde rapide, coloré, plein de sons et de mouvements, revenir au réel, ça choque. La vie, elle, ne va pas aussi vite. Elle ne charge pas en 3 secondes. Elle ne t'offre pas une vidéo dès que tu t'ennuies. Elle ne te donne pas des cœurs, des likes, des commentaires pour valider ce que tu fais. Non. Elle te laisse parfois seule, parfois perdue, parfois en silence. Et quand on s'est trop habitué à l'intensité numérique, ce silence-là peut paraître insupportable. Le monde réel devient alors étrange. Un peu flou, un peu trop lent. On s'ennuie vite. On décroche. On cherche son téléphone dès qu'on sent un petit creux. Un moment sans stimulation devient une sorte de vide à combler. Même les choses simples, lire, marcher, cuisiner, discuter, semblent demander un effort énorme, parce qu'elles ne produisent pas ce pic instantané de satisfaction auquel on s'est habitué. On a désappris à être patient, à vivre les choses avec leur propre rythme. Et pourtant, c'est dans cette lenteur que la vraie vie se trouve, dans les silences un peu gênants, dans les discussions longues, dans les journées sans contenu. Mais pour les réapprivoiser, il faut d'abord accepter l'inconfort. Revenir au réel, ça pique, ça gratte, ça vide. Mais c'est aussi là, dans cet espace brut, qu'on retrouve ce qu'on avait perdu. La présence, la profondeur, le lien vrai. Et peut-être un début de liberté. Décrocher. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de volonté. C'est une bataille. Parce que tout, autour de nous, est fait pour nous ramener en ligne. Ton téléphone sonne, ta boîte mail clignote, ton appli te notifie. Et même quand tu veux juste respirer, il y a cette petite voix qui dit « Vérifie, tu rates peut-être quelque chose ». Ce n'est pas de la paresse. C'est une dépendance subtile, intégrée à notre quotidien, acceptée par tous, et parfois même encouragée. Alors oui, on peut essayer. Couper les notifs, supprimer une appli, mettre le téléphone dans une autre pièce. Mais très vite, le manque revient. L'envie de combler le silence, de se reconnecter, pas forcément pour voir quelque chose d'important. Juste parce que c'est là, parce que c'est devenu un réflexe de survie moderne. Et quand tu commences à résister, tu te rends compte à quel point tu étais accro. C'est inconfortable, c'est frustrant, et parfois ça fait peur. Mais derrière ce combat, il y a une promesse, celle de se retrouver. Pas dans une version parfaite de soi, juste dans une version plus présente, plus libre, moins prise en otage par une machine qui te connaît mieux que toi-même. Décrocher, ce n'est pas fuir le progrès, c'est reprendre la main. C'est se rappeler que ce monde-là est censé nous servir, pas nous diriger, et que parfois, le vrai courage, c'est de dire non, même quand tout invite à rester. Il faut le dire clairement. Internet, en soi, n'est pas le problème. Ce n'est pas un monstre à abattre. C'est un outil incroyablement puissant, capable du pire comme du meilleur. Grâce à lui, on a sauvé des vies, appris des langues, découvert des cultures, lancé des projets, créé des communautés. Il a permis à des voix longtemps oubliées d'être enfin entendues. Il a rapproché des gens qui ne se seraient jamais croisés dans la vraie vie. Ce n'est pas rien. Le vrai danger, ce n'est pas l'outil, c'est comment on l'utilise. C'est ce qu'on en fait, ce qu'on en attend, et ce qu'on lui laisse prendre. Il n'y a pas de bouton « Internet, fanat mal ». Il y a juste des habitudes qu'on laisse s'installer, des gestes qu'on répète sans réfléchir, des limites qu'on n'a jamais posées. Et le problème, c'est que plus on attend, plus ces habitudes deviennent normales, alors qu'elles ne le sont pas. On oublie qu'on a le droit de dire stop, de choisir, de ralentir. Reprendre le pouvoir sur notre usage du numérique, ce n'est pas se couper du monde, c'est s'y reconnecter, autrement. C'est décider qu'on peut aimer la technologie sans s'y perdre, qu'on peut scroller, liker, poster, mais aussi s'arrêter, respirer, regarder autour de soi. Créer une relation plus saine, plus consciente, plus libre. Ce n'est pas une guerre contre Internet, c'est une réconciliation avec nous-mêmes. Face à un système aussi vaste, c'est facile de se sentir impuissant. On se dit que c'est trop grand, trop ancré, trop tard, que notre geste à nous ne changera rien. Mais c'est faux, tout commence quelque part. Changer notre rapport au numérique, ce n'est pas faire la révolution du jour au lendemain. C'est choisir, à notre échelle, de reprendre un peu d'espace, de remettre de la conscience dans ce qu'on fait,
de dire oui à ce qui nous nourrit et non à ce qui nous vide. Ça peut être aussi simple que de poser le téléphone pendant un repas, couper les notifs après une certaine heure, se réserver des moments sans écran, lire, sortir marcher sans musique, écrire, ne rien faire. C'est minuscule, mais ça compte, parce que chaque moment qu'on reprend est un moment qu'on vit vraiment. Chaque geste de présence est une forme de résistance. Et petit à petit, on se réhabitue à exister autrement. Moins vite, moins partout, mais plus pleinement. On ne changera pas Internet d'un coup, mais on peut changer notre manière de l'habiter. Et si on est nombreux à le faire, quelque chose bascule. Parce qu'on envoie un autre message. Parce qu'on montre qu'un autre usage est possible. Moins toxique, moins automatique, plus humain. Agir, ce n'est pas forcément tout casser. C'est parfois juste reprendre soin de soi, des autres et de notre attention, devenue trop précieuse pour être gaspillée. Au fond, la technologie ne fait que refléter ce qu'on y met. Elle n'a pas d'âme, pas d'intention, pas de conscience. C'est nous qui lui en donnons. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas l'outil qui décide, c'est l'usage qu'on en fait qui finit par nous modeler. Ce qu'on clique, ce qu'on regarde, ce à quoi on consacre notre attention, ça sculpte, jour après jour, notre manière de penser, de ressentir, d'exister. Internet aurait pu être un souffle. Il l'est parfois, un lieu d'idées, d'ouverture, de rencontres. Mais il peut aussi devenir un piège, une fuite, un miroir déformant. Et cette ambiguïté, c'est à nous de la gérer. Il ne s'agit pas de diaboliser ni d'idéaliser. Il s'agit de choisir en conscience, d'assumer qu'on a du pouvoir. Et que ce pouvoir, c'est celui de décider comment on veut vivre, vraiment. Avec nos outils, pas à travers eux. Alors voilà, si tu arrives au bout de cette vidéo, ce n'est pas juste une fin. C'est peut-être un point de départ, pas pour tout changer, mais pour commencer à mieux regarder, mieux sentir, mieux être. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas Internet qui nous définit, c'est ce qu'on choisit d'en faire. Et ça reste entre nos mains.